Chers amis, bonjour. Vous êtes sur le Pitch de l'Historien, votre podcast dédié à l'histoire, aux civilisations et aux questions importantes de notre époque. Nous continuons notre série sur l'Espagne et nous allons à présent parler un peu plus en détail du batik. À Java, cette île occupée par les Hollandais, il y avait la fabrication artisanale d'une étoffe appelée le batik. Il s'agit d'une étoffe ou d'un morceau de tissu sur lequel les motifs sont dessinés sur les deux côtés, recto et verso, à l'aide d'un canting. Alors, la technique du canting se résume en l'utilisation d'un outil qui ressemble à un stylo utilisé pour appliquer de la cire chaude liquide sur un morceau d'étoffe dénommé batik tulis, qui se traduit littéralement par batik écrit. Le canting traditionnel se compose d'un récipient en cuivre avec un petit bec verseur et une poignée en bambou. Il se décompose de la façon suivante: un tchouchouk et un gagang. Un tchouchouk est un petit tuyau ou bec en cuivre qui se connecte à un récipient d'où la cire liquide sort pour être appliquée sur le morceau d'étoffe. Et le gagang fait référence au canting titulaire habituellement confectionné en bambou ou en bois. La taille ou l'inclinaison peut varier en fonction de l'épaisseur de ligne souhaitée à appliquer sur le tissu. Un artisan de batik utilise l'inclinaison de la même manière que le dessin à l'aide d'un stylo. Le motif est dessiné avec de la cire chaude appelée malam en utilisant le canting. La cire fonctionne comme un colorant. Après, le tissu est plongé dans un bain de teinture contenant la première couleur utilisée lors du canting. Une fois séchée, la cire est retirée en la grattant ou par ébullition et le processus est répété autant de fois que des couleurs sont appliquées. Tout ce processus engendre un coût assez élevé du batik sur les marchés indonésiens. La société néerlandaise Previner HKM fut alors encouragée à fabriquer des batiks industriels. Dès 1852, une machine baptisée la javanaise, inspirée du mécanisme français de la pérotine pour imprimer les billets de banque, a été utilisée pour imprimer la cire des deux côtés de l'étoffe avant la teinture. Vers la fin du XIXe siècle, les artisans javanais ont aussi mécanisé leur mode de fabrication des batiks en appliquant la scie grâce à des tampons élaborés avec des lamelles de cuivre du nom de cap. Leur production artisanale de batik devint alors suffisamment importante pour satisfaire les besoins locaux, rendant ainsi leur coût beaucoup plus abordable que les batiks industriels importés. Devant l'impuissance des batiks hollandais à concurrencer les produits indonésiens, les usines néerlandaises se mirent à la recherche d'un nouveau marché. C'est alors qu'un marchand écossais du nom de Ebenezer Brown Fleming eut l'idée d'exporter les batiks industriels hollandais en Afrique de l'Ouest. Ebenezer Brown Fleming savait qu'en 1872, lorsque les territoires hollandais d'Afrique de l'Ouest furent cédés aux Britanniques, des hommes enrôlés à Java étaient retournés au Ghana et s'étaient installés sur la côte à Elmina. Ces derniers ramenèrent en Afrique des batiks qu'ils avaient l'habitude de porter lorsqu'ils étaient en Indonésie. Grâce à ses relations avec les missionnaires écossais basés en Afrique de l'Ouest, Ebenezer Brown Fleming réussit à capter l'importance de la demande locale de ces tissus imprimés. Il a commencé à commander des batiks industriels à l'entreprise Previner HKM, qu'il revendait sur les territoires de l'Afrique de l'Ouest, et ce fut un grand succès. 3 autres usines néerlandaises lui emboîtèrent le pas
Il s'agit des usines PF, Van Vlissingen, Anker Smith et Rosing. L'impact de ces entreprises à vocation industrielle sur la vente de ces tissus imprimés les a conduits à attribuer un nom à ce type de textile qui était inspiré du batik. Le nom wax a été décidé en référence à la réalisation des motifs par impression de cire avant la teinture sur ces textiles. Van Vlissingen, devenu Vlisco en 1965, est resté actuellement le seul imprimeur de wax en Hollande. L'usine se situe à Helmond sur la côte ouest des Pays-Bas. Parlons maintenant des pagnes fancy. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest constitue un marché important pour les usines du nord-ouest de l'Angleterre, qui est devenu le cœur de l'industrie cotonnière en Angleterre. La ville de Manchester, dénommée Cotton Police, a été jusqu'aux années 1970 le véritable centre du commerce textile. Les cotonnades imprimées de façon très spécifique pour l'Afrique de l'Ouest par les usines anglaises étaient principalement des fancy print, littéralement imprimé fantaisie. Il s'agit d'étoffes de très grande qualité aux motifs parfois inspirés de symbolismes africains ou composés à la gloire des souverains africains ou britanniques. C'est à partir de 1902 que les usines anglaises qui employaient de l'indigo dans la fabrication de leurs étoffes ont commencé à s'orienter vers la fabrication du wax. Leur but étant de diversifier leur production de tissus en coton appelé couramment cotonnade de Manchester. Dès 1910, le procédé de production de ces nouveaux tissus était bien connu des Anglais. Après plusieurs tentatives expérimentales, bien que le procédé soit bien connu, ce fut l'usine Newton Bank Printworks de la famille Ashton à Hyde en banlieue de Manchester qui devint dans les années 1930 le lieu unique de production du wax anglais. Et cette usine a été transférée depuis 2008 à ATL au Ghana. Les petites entreprises britanniques éparses de textiles décidèrent de se regrouper sous le label Calico Printers Association, CPA. La société de la famille Ashton fut rebaptisée en 1970 ABC, Arnold Brunschweiler and Company, adoptant ainsi le nom d'une entreprise d'un groupe d'entreprises textiles d'origine suisse. Il faudrait noter que cette enseigne, l'enseigne Brunschweiler, était implantée depuis très longtemps et était très populaire en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir suivi la deuxième partie de notre série de podcasts consacrée au pagne. À bientôt.